Le corollaire trumpien à la doctrine Monroe semble s'intensifier au large des côtes du Venezuela. Un pétrolier vénézuélien se dirigeant vers Cuba avec environ 60 millions de dollars de pétrole a été saisi. Le Venezuela a vivement critiqué cette action, déclarant qu'il ne permettra pas à une puissance étrangère de tenter de priver le peuple vénézuélien de ce qui lui appartient par droits historiques et constitutionnels, et a condamné cet acte. Ce n'était pas la première fois que cette question surgissait. En 2024, Donald Trump avait déclaré que le conflit avec le Venezuela portait sur le pétrole. Voici la réaction de Trump lorsque des journalistes l'ont interrogé sur cet acte de piraterie. Que devient le pétrole sur ce navire? Eh bien, on le garde, je suppose. Où va-t-il? À qui va-t-il? Eh bien, il faut suivre le pétrolier. Vous savez, vous êtes un bon journaliste. Suivez le pétrolier. Suivez-le. Prenez un hélicoptère. Suivez le pétrolier. Mais je suppose que nous allons garder le... Cela s'inscrit dans le contexte de l'enquête sur les crimes de guerre de Hegseth, où qu'elle en soit aujourd'hui dans cette saga, ainsi que bien sûr de la menace de changement de régime au Venezuela. Eh bien, je veux dire tout d'abord, appelons simplement ce qui s'est passé par son vrai nom, de la piraterie. Donc, les États-Unis sont désormais une nation pirate. Génial. Il n'y a aucune justification légale à ce que les États-Unis ont fait. Même selon la loi américaine, ils disent que ce sont des agents du FBI qui ont mené cette opération, comme s'il s'agissait d'une sorte d'action de maintien de l'ordre. C'est un acte de piraterie, pur et simple. Et cela s'inscrit dans un récit plus large sur l'illégalité de la posture américaine, l'illégalité du corollaire de Trump à la doctrine Monroe. C'est fondamentalement contraire au droit international, mais Trump s'en moque. Plus important encore, une grande partie de ce que les États-Unis font et peut-être prévoient de faire vis-à-vis du Venezuela et de ses voisins constitue une violation du droit américain et du droit de la guerre. Vous savez, nous avons eu cet incident du 2 septembre, où nous avons frappé un bateau après que Pete Hegseth aurait apparemment donné l'ordre de tous les tuer. Souvenez-vous, les gens disent « Oh, allez, Scott, a-t-il vraiment dit ça ?» Les gars, vous l'écoutez, n'est-ce pas? Je veux dire, vous avez bien lu ou entendu sa déclaration devant les 800 officiers à Quantico à propos de la létalité maximale. Nous ne suivons plus ces stupides règles d'engagement. Non, ces stupides règles d'engagement sont jetées par la fenêtre. Nous visons la létalité maximale. Et ensuite, il a prononcé d'autres discours où il dit, en substance, que notre objectif est de tuer tout le monde. Donc il n'est pas irréaliste de croire, comme certains l'ont dit, qu'il a donné des ordres correspondant à la rhétorique du président. Le président a déjà déclaré « Tuez-les tous ». Je veux juste rappeler aux gens que j'ai voté pour cette bande. Qu'est-ce que ça peut bien faire? Personne ne se soucie de pour qui vous avez voté. Vous ne pouvez pas voter pour l'illégalité. Aucun nombre de votes ne peut changer le fait que ce qui est fait est illégal. Pour ceux qui disent « ce sont des trafiquants de drogue », vous savez, nous avons beaucoup de trafiquants de drogue ici aux États-Unis. Ils circulent le long du corridor A85 et il y en a d'autres ailleurs. Donc, vous êtes en train de dire que si le département d'État reçoit un bon tuyau indiquant qu'il y a de la cocaïne dans cette Porsche, il devrait simplement les abattre, ne même pas essayer de les arrêter, juste leur tirer dessus. Et si les gens sortent de la voiture en rampant, les mains en l'air, il faudrait les tuer, les exécuter, s'approcher et leur tirer une balle dans la tête parce qu'ils sont trafiquants de drogue. Ils n'ont aucun droit. Vous comprenez la stupidité de votre argument en ce moment. De plus, vous devez comprendre que, selon le manuel du droit de la guerre du département de la Défense, le statut d'épave est très clairement défini. Ces deux survivants ont fait naufrage dans tous les sens du terme. Et nous les avons assassinés. Nous les avons tués.
C'est une violation du droit de la guerre. Il est illégal de donner l'ordre de ne pas faire de prisonniers. C'est une infraction. Et il est illégal d'achever des prisonniers, des survivants de naufrage. Ils sont hors de combat. Ce qui se passe ici, c'est que l'armée commence à poser des questions. Le commandant du Southern Command, un amiral qui, normalement, sert un mandat de 3 ans, moins d'1 an après sa prise de fonction, je l'ai entendu dire « Je ne suis pas d'accord à propos des bateaux de la drogue. Je me fiche complètement de ceux avec quoi tu n'es pas d'accord. Parce que ta stupidité transparaît dans tout ce que tu fais. Connais la loi avant d'ouvrir la bouche. Je me moque de ton opinion. Personne ne se soucie de ton opinion. Personne dans l'armée ne se soucie de ton opinion. Parce que l'opinion a une importance. La seule chose qui compte, c'est la loi. Et la loi est très claire. Ce qui s'est passé ici, c'est que le président ordonne à l'armée de faire des choses qui sont manifestement illégales. Cela cause beaucoup de problèmes au sein de l'armée. L'amiral Bradley est actuellement dans une situation très difficile parce qu'il a violé le droit de la guerre. Il devrait être traduit en cour martiale. Et pour que vous compreniez bien, il ne s'agit pas d'une infraction mineure. Ce n'est pas une question de détail. Le Congrès des États-Unis a adopté la loi sur les crimes de guerre, je crois, en 1986, et elle stipule clairement que toute violation majeure ou grave des conventions de Genève, le droit international de la guerre qui constitue la base du manuel du droit de la guerre du département de la Défense, est passible de la réclusion à perpétuité ou de la peine de mort. Nous ne plaisantons pas ici. Voici à quel point ça doit être pris au sérieux. Alors qu'un simple civil s'assoit et dise « J'ai voté pour ça. Je me fiche des bateaux de drogue. Tuez-les tous. » Personne n'en a vraiment rien à faire de ce que vous pensez. L'armée doit faire ce que la loi exige. Et en ce moment, beaucoup de militaires disent « Nous ne sommes pas à l'aise avec ça. » Donc même si Pete Hegseth a annoncé le lancement de l'opération, je crois que c'est Southern Spear, la plus grande opération militaire dans les Caraïbes depuis des années, le Gerald Ford et tout le reste sont là-bas. Remarquez qu'il ne coule plus autant de bateaux qu'avant. Remarquez qu'ils ne font pas grand-chose parce que l'armée commence à tout remettre en question. Absolument tout. Par exemple, on peut lire entre les lignes. Il faut se demander pourquoi Bradley était l'homme chargé de diriger l'opération. Pourquoi le GSOC, puisqu'il était le chef du commandement des opérations spéciales conjointes, dirige-t-il cette opération? Parce que personne d'autre ne le ferait. Mais une autre raison tient aux sources et aux méthodes de renseignement utilisées. Les Navy SEAL ont une unité appelée Black Squadron. C'est leur escadron de renseignement, de surveillance et de reconnaissance. Vous remarquerez que le président et tout le monde disent « Nous savons ce qu'il y a sur ce bateau. » Il n'y a aucun doute là-dessus. Je les crois. Je crois qu'ils savent exactement ce qu'il y a sur ce bateau, parce que je pense que le Black Squadron est sur le terrain au Venezuela, en train de faire son travail, et ils obtiennent des renseignements concrets sur qui est sur ce bateau, ce qu'il y a sur ce bateau. Je ne remets pas cela en question. Pour ma part, je ne suis pas de ceux qui courent partout en disant « ce sont des bateaux de pêche, ce sont des bateaux de pêche ». Non, je pense que ce sont des bateaux de drogue. Je pense que ce sont des bateaux de drogue. Nous connaissons les noms des personnes à bord et nous connaissons le contenu parce que nous en avons des photographies. L'escadron noir a probablement prélevé des échantillons de la drogue. Donc, ils ont des preuves irréfutables qu'il y a là des substances narcotiques, des photos des personnes à bord, des traceurs sur le bateau. Ensuite, ils envoient un avion avec la marine, j'oublie le nom du drone qu'ils utilisent, mais le drone le repère, dispose d'un désignateur laser et il désigne le bateau. Puis l'hélicoptère ou une autre plateforme tire un missile Hellfire à distance et vient faire exploser le bateau. Simple. Sauf que,
Vous ne pouvez pas tuer ces gens. Ils n'ont commis aucun crime qui le justifie. Même si vous disposez de ces renseignements à eux seuls ne vous autorisent pas à tuer. Ces renseignements vous permettent de détenir. Il existe toujours une procédure régulière qui doit avoir lieu conformément à la loi. Et ce qu'on a dit à l'armée de faire, c'est de violer cette procédure régulière, d'intervenir directement, d'entrer dans la chaîne de mise à mort. Et même lorsqu'on tue, de tous les tuer. Ce sont des crimes de guerre. L'armée commence à dire « Nous ne sommes pas très enthousiastes à propos de la moitié de ces choses ». Et je pense que vous voyez un effet dissuasif sur la capacité de l'armée américaine à exécuter les plans de Donald Trump concernant le Venezuela. Cela ne veut pas dire que cela n'arrivera pas. Cela signifie simplement que je pense qu'ils vont devoir adopter une approche différente. Car au bout du compte, la majorité des militaires prennent très au sérieux leur serment de soutenir et de défendre la Constitution contre tous les ennemis, étrangers et intérieurs. Ils ont tous été formés au droit de la guerre et comprennent leurs obligations lorsqu'ils sont confrontés à un ordre manifestement illégal. Et maintenant, je pense qu'avec quelqu'un comme Bradley mis sous les projecteurs, de plus en plus de militaires disent « temps mort, j'ai besoin d'un avis écrit du JAG ». Le JAG étant le conseiller juridique militaire. J'ai besoin d'un avis écrit du JAG, puis je vais exprimer mon désaccord par écrit. À ce moment-là, il y a une trace écrite et aucun commandant ne veut avoir affaire à ce genre d'ennui. Il y a donc actuellement un effet dissuasif sur ce qui se passe. Ensuite, vous avez des rapports comme celui-ci, où quelque chose de ce genre, comme un pétrolier saisi, est considéré comme normal selon les porte-paroles des think tanks néoconservateurs. Comment cela pourrait-il aggraver le conflit avec le Venezuela? Bien, vous savez, nous avons imposé des sanctions sur le pétrole vénézuélien depuis la première administration Trump. Et Biden les a gardés. Je les ai gardés. Donc pour moi, c'est tout à fait normal. Je veux dire, saisir un pétrolier. Oui, nous avons déjà saisi des pétroliers iraniens par le passé. Et d'après la loi que j'ai lue, ce pétrole est sujet à confiscation, donc nous pourrions le garder. Nous avons déjà conservé du pétrole iranien auparavant. Je pense donc que c'est moins controversé sur le plan juridique des sanctions et de ce qui a été contesté ou non. Je trouve que c'est en réalité une affaire assez simple, une question de procédure. Maintenant, qu'est-ce que cela va signifier en termes d'escalade? Que va-t-il faire? Que va faire Maduro? J'en parle depuis presque 4 ans maintenant. La plupart des gens, surtout les rédacteurs en chef et ceux qui façonnent les programmes dans les médias établis, tant aux États-Unis qu'en Europe occidentale, sont des criminels de guerre. Il en va de même pour la plupart du monde des think tanks. Par exemple, comme cette dame l'a dit, ce sont des néoconservateurs, des va-t-en-guerre. Beaucoup d'entre eux devraient être derrière les barreaux pour leurs crimes contre l'humanité et leurs crimes de guerre à proprement parler. En gros, eh bien vous savez quoi? Ils les encouragent. Ils poussent sans cesse cette ligne. Donc dans ce cas, ils ne valent pas mieux qu'un ministère de la propagande à la Goebbels. Et vous savez ce qui est arrivé à ces gens-là, à beaucoup d'entre eux. Ils ont été exécutés. Et quand je dis cela, je ne le dis pas à la légère. Aujourd'hui même, eh bien, le Quincy Institute, c'est encore autre chose. Un groupe de réflexion qui prétend être, vous savez, America First et tout ce qui va avec, le camp de l'État responsable. Mais ils ont publié un article très intéressant sur un autre groupe de réflexion, l'Institute for the Study of War. Là-bas, ils étudient pas vraiment la guerre. Ils ne la comprennent pas. Regardez qui sont ces gens et qui siègent à leur conseil d'administration. C'est purement une opération Kagan, Kimberly Kagan. C'est l'un de ces hommes, moron, avec un doctorat. Et des gens comme Keane et Petraeus siègent au conseil. Soudainement, ils ont été accusés.
Il a été rapporté qu'il modifiait essentiellement les cartes de l'opération en Ukraine, par exemple, et qu'il pariait sur certaines choses, comme dans une sorte de casino, parce qu'il voulait en tirer de l'argent. Cela vous dit donc tout ce qu'il faut savoir sur ces gens-là. Ce sont des prostituées idéologiques, et certains d'entre eux sont des fanatiques. Et lorsque Scott a décrit la situation du point de vue militaire américain, il l'a fait si bien que je n'ai vraiment rien à ajouter. Il connaît ce sujet bien mieux que moi. Mais le fait est que les néoconservateurs ne sont pas doués pour la guerre. Ils ne sont pas doués pour la technologie. Ce sont essentiellement des gens issus des usines à diplôme, en sciences humaines de l'Ivy League, et ils ne comprennent pas la guerre moderne. Ils ne comprennent pas, par exemple, ce qu'on pourrait faire avec ces 20 Su-30 MKI, qui sont plus anciens, mais restent des chasseurs très modernes, capables d'emporter toutes sortes d'armes, comme le KH-31, ce genre de choses. Si Dieu nous en garde, quelque chose devait arriver, il est évident que les États-Unis essaieraient probablement de bombarder massivement le Venezuela. Mais le problème, c'est qu'il n'y aurait absolument aucune chance d'avoir une véritable force terrestre sérieuse sur le terrain. Et la seule issue probable serait de tenter un changement de régime, comme Scott l'a justement indiqué. Je suis sûr qu'il y a une foule de gens de la CIA et de toutes sortes de forces spéciales qui opèrent là-bas. Mais n'oublions pas, comme tu l'as justement dit, même les gens qui n'aiment pas Maduro, et il y a certainement des groupes qui ne l'aiment pas, n'écoutent pas ce nouvel idiot fraîchement apparu, tu sais, 4 roues motrices, censé être l'alternative à Maduro. Ils ne l'aiment pas non plus. Et je peux en gros citer Doug McGregor, qui en sait bien plus que moi dans ce domaine. Il y a environ 100 000 militants colombiens, essentiellement stationnés à la frontière, prêts à intervenir dès qu'il se passe quelque chose d'important, surtout s'il y a une sorte d'opération amphibie ou quoi que ce soit qu'ils prévoient de faire. Je ne sais pas. Ce ne sera pas une promenade de santé, étant donné que le Venezuela est 3 fois plus grand que le Vietnam en superficie. Le terrain y est cauchemardesque, absolument cauchemardesque. Des montagnes, d'immenses montagnes, des jungles étranges, des rivières, tout cela. Ce n'est pas une opération facile, ce n'est pas l'Irak. Et qui sait ce qui s'y passe? Il peut y avoir d'autres forces sur le terrain qui ne sont pas alignées avec les États-Unis. Je ne sais pas. Mais c'est ma remarque sur la question, car Scott en sait évidemment bien plus que moi à ce sujet. Je pense qu'il l'a plutôt bien expliqué. Eh bien Scott, tu sais, étant donné ce que tu disais plus tôt à propos de la façon dont... Given what you were saying earlier about how Hegseth's big... Le grand dilemme de Hegseth concernant l'illégalité des frappes contre les bateaux et ensuite le pétrolier saisi. Tout cela crée une sorte de dynamique. Mais comment cela va-t-il réellement affecter l'opération de changement de régime? Parce que, du côté vénézuélien, on observe beaucoup d'enthousiasme contre ce genre d'action. Et on voit aussi le temps passer. Il y a eu de nombreuses escalades, puis la série d'événements que vous avez décrite plus tôt s'est produite. Et maintenant, il est difficile de savoir comment cela va influencer l'opération. Comment voyez-vous cela impacter l'opération? Et que peut-on réellement faire à ce stade? Parce que quand je pense à une campagne de bombardement contre un pays qui compte déjà beaucoup de migrants se rendant aux États-Unis, je me dis qu'il y en aura encore plus. Il y aura davantage de déplacements, davantage de chaos si une intervention militaire américaine à grande échelle a lieu. Mon opinion, c'est que nous ne devrions rien faire de tout cela avec le Venezuela. Maduro a été très clair sur le fait qu'il est disposé à travailler avec les États-Unis pour garantir que le pétrole vénézuélien soit, vous savez, principalement extrait et exploité par des compagnies pétrolières américaines. Voilà donc, nous pourrions obtenir le pétrole. Mais tout cela est politique.
Il s'agit de Marco Rubio, qui depuis 2016 veut mener une opération de changement de régime pour rester fidèle à son héritage anticommuniste en tant que cubano-américain anti-Castro. C'est de cela qu'il s'agit. Il s'agit de Donald Trump, à qui Rubio et d'autres ont vendu une illusion sur la nécessité d'une forteresse Amérique, la version trumpienne. Encore une fois, on y met le nom de Trump, cela nourrit son âme narcissique. Et donc nous allons dans cette direction. L'armée américaine, cependant, encore une fois, je veux simplement le souligner, le Venezuela est un très grand pays. Mener une campagne aérienne stratégique visant à éliminer la viabilité du gouvernement Maduro prendrait de nombreuses semaines. Le Venezuela est plus grand que l'Irak. Nous avons mené une campagne aérienne stratégique contre l'Irak qui, vous savez, nous a obligés à effectuer des milliers de sorties sur une période prolongée. Il y avait de nombreux porte-avions et des escadrons aériens dédiés déployés en Arabie Saoudite et en Turquie, etc., etc. Eh bien, nous avons, vous savez, quelques escadrons de F-35 et une aile aérienne embarquée sur le Gerald Ford. C'est pas assez d'avions, les gars, pour mener une campagne aérienne stratégique. Et nous n'avons pas non plus assez de missiles de croisière pour effectuer le type de frappe soutenue qui serait nécessaire pour, vous savez, utiliser la seule puissance aérienne afin d'obtenir. Ainsi, la structure de force qui a été mise en place est capable de fournir un ensemble de frappes ciblées similaires à ce que nous avons fait lors de l'opération Desert Fox en décembre 1998, c'est-à-dire une attaque très limitée de 72 heures à portée restreinte, visant à détruire l'infrastructure de sécurité autour de Saddam Hussein, la garde républicaine spéciale, certaines unités de la garde républicaine, les services de renseignement, le ministère de l'Intérieur. Tous ces objectifs ont été frappés par des moyens américains dans l'espoir que les divisions stationnées à Kut, avec lesquelles la CIA avait établi un contact, quitteraient leurs casernes et marcheraient sur Bagdad par le sud non protégé pour s'occuper de Saddam. Mais les généraux que la CIA pensait avoir sur sa liste de paye n'y figuraient en réalité pas. Les divisions ne bougèrent pas et rien ne se produisit. J'évoque cela pour souligner que ce qui se passe réellement au Venezuela, le véritable changement de régime, est mené par la CIA et non par l'armée américaine. L'armée américaine fait les choses visibles en périphérie pour générer des gros titres. Le rôle de la CIA, c'est de rester en dehors des gros titres. Mais vous savez, il faut se rappeler que la CIA dispose d'une branche paramilitaire très vaste et robuste, devenue encore plus grande et plus performante après 20 ans de guerre mondiale contre le terrorisme. Ils ont dirigé des armées secrètes en Afghanistan. Nous venons d'en voir les effets résiduels lorsqu'une des unités de la Force Zéro de Kandahar, les commandos secrets afghans qui combattaient pour la CIA, est sortie et a tiré sur 2 membres de la garde nationale à Washington, D.C., tuant l'un et blessant grièvement l'autre. La CIA dirige des armées secrètes. C'est ce qu'ils font. Et je peux vous garantir que la CIA est en train de constituer une armée secrète en ce moment même à la périphérie du Venezuela. Peut-être même plusieurs armées secrètes. Vous savez, en 1988, j'ai dû effectuer une inspection de test des installations présidentielles et nous avions besoin de beaucoup de personnel à très court terme. Et soudain, la CIA a fait apparaître une unité d'opération spéciale argentine, mise à disposition pour venir faire ce dont j'avais besoin. C'était comme, attendez une minute, normalement nous devons écrire des lettres au gouvernement argentin, passer par toute la procédure. Non. La CIA s'est simplement levée et hop, m'a fourni une douzaine de commandos argentins. J'ai aussi eu une douzaine de commandos polonais. Cela en dit long sur la relation entre la CIA et le gouvernement polonais.
Mais la CIA entretient ces relations et elle est capable de mobiliser rapidement des forces mercenaires. La CIA a des liens avec l'opposition vénézuélienne. Et je sais que tout le monde parle du fait que Maduro bénéficie du soutien du peuple. Mais il n'a pas le soutien de tout le peuple. Il y a un pourcentage de Vénézuéliens qui sont contre lui. La CIA les exploite et espère que le moment venu, lorsque leurs forces passeront à l'action, l'armée conventionnelle pourra réprimer les services de sécurité vénézuéliens, neutraliser Maduro et faciliter la prise de pouvoir rapide par des forces soutenues par la CIA. C'est la direction que nous prenons. Je pense que nous assistons à une grande opération clandestine menée par la CIA pour écarter immédiatement Maduro du pouvoir. Le moment de tout cela, vous savez, je ne sais pas. Je ne fais pas partie de la CIA. Je vous dis simplement que j'en sais assez sur la façon dont la CIA opère, l'ayant vu de mes propres yeux, en travaillant avec les paramilitaires en Irak pour mener des opérations de changement de régime contre Saddam Hussein. Vous savez, les schémas se répètent. Ils ont un mode de fonctionnement qui remonte à l'Afghanistan, puis au Laos, puis au Vietnam, puis à tous les autres endroits du monde où ils ont fait ce genre de choses. C'est ce qu'ils font, et ils le font en ce moment même au Venezuela. Et je leur donne 100% de chance d'éliminer Maduro. 100% de chance. Ce qui se passera après qu'ils l'auront éliminé, je n'en sais rien. Tout est possible. Mais il est certain à 100% que lorsqu'ils appuieront sur la gâchette, Maduro sera mort ou capturé. Non, je veux dire, je suis généralement d'accord avec ce que dit Scott. La seule chose un peu imprévisible ici, c'est qu'ils disent « Oh, il y a des Russes sur le terrain ». Il y a aussi des Russes sur le terrain là-bas, et croyez-moi, ils sont sacrément bons, en fait. Donc, ça va pas être facile. Mais oui, en ce qui concerne leur stratégie et la manière dont ils ont probablement procédé, c'est une opération clandestine. Absolument. C'est très probablement ce qui se passe sur le terrain. Et oui, la question est très simple. Comme Scott l'a dit, et comme je l'ai dit, oui, il y a des divisions au Venezuela. Mais encore une fois, qui peut le savoir? Très difficile à dire. La CIA, je pense que Scott a entièrement raison. Ils vont le faire. Je ne sais pas quel sera le taux de réussite. Qui peut le dire? C'est difficile à prévoir. J'allais justement dire, en ce qui concerne la question que tu poses, que c'est les répercussions. Nous voyons déjà à quel point il est difficile de construire un dossier en faveur de cela. Et les conséquences. Tu as essentiellement les pauvres, les travailleurs, ils sont avec Maduro. Cela représente une grande partie de la population. Puis tu as un tiers, cette population aisée, très antigouvernementale. Mais les répercussions pourraient être très dévastatrices. Les conséquences pourraient être une guerre civile. Et cela gâcherait à peu près tous ces plans visant à réellement exploiter le pétrole pour les États-Unis. Ce à quoi, comme Maduro l'a très justement déclaré, il est ouvert. Maduro a essentiellement accepté, en disant quelque chose comme « Eh, on peut vous laisser faire votre truc, il n'y a rien de mal à ça ». Mais le point crucial ici, que Scott a souligné, a aussi beaucoup à voir avec l'Ukraine. C'est évidemment ce garçon de cabane de Myriam Adelson, Marco Rubio. Il ne vient pas vraiment d'une famille anticommuniste. Son oncle, comme on le sait, était en réalité un trafiquant de drogue. Donc on l'appelle Narco Rubio. Oui. Enfin, ce type, d'abord c'est un avocat. Rien de plus. C'est pas un stratège. Il ne connaît rien au domaine militaire. C'était, tu sais, le petit faible avec la cuillère en argent. Né avec une cuillère en argent. Et il faisait évidemment des courses pour Myriam Adelson et toutes sortes de néoconservateurs. Donc c'est lui l'idéologue, avant tout. Et il veut se faire passer pour quelqu'un qui n'est pas. C'est un gamin. D'accord. Mais oui, il y a toutes ces ramifications, dont Scott a aussi parlé. La légalité des choses et les opérations secrètes, oui. Mais il faudra attendre et voir. Mais encore une fois,
Imaginons qu'ils réussissent. Que se passe-t-il après? Il y a beaucoup d'armes là-bas, et je veux dire beaucoup. La population est armée jusqu'aux dents. Que va-t-il se passer? Une guerre civile va éclater. Que va-t-il se passer si la guerre civile continue et que vous avez des gens qui n'aiment rien tant que tuer des Américains et ceux qui coopèrent avec eux? Comme je l'ai déjà mentionné, même Doug McGregor a déclaré qu'il y avait environ 100 000 hommes venant de Colombie qui aimeraient régler certains comptes, y compris avec la CIA. C'est donc une situation très complexe, et j'aimerais être là. J'aimerais y être de toute façon, au cœur de tout cela. Les répercussions et les conséquences de l'éviction de Maduro, quel qu'en soit le moyen, pourraient être catastrophiques pour le Venezuela. Et encore une fois, comme je l'ai déjà dit, vont-ils se lancer dans un autre Vietnam? Trump me dit ça. Je ne sais pas. Les États-Unis ne sont pas équipés pour gérer cela. Ils n'ont pas les ressources. C'est bien là le problème. Scott a justement dit que la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est une frappe limitée, une sorte d'attaque traditionnelle, lancer tout ce que la marine et l'armée de l'air américaine possèdent. C'est-à-dire que, pour l'instant, les États-Unis disposent d'environ 2500 missiles de croisière Tomahawk Block 4 et Block 5. Ce n'est pas beaucoup. C'est même très peu pour ceux qui ne comprennent pas ce qui se passe. Juste pour te donner une idée, la fameuse attaque en Syrie près de Damas, sur ce bâtiment, a utilisé environ 109 Tomahawk et JASSM. La plupart ont été abattus. C'était donc déjà une part importante du stock. Si certains pensent qu'un tel type d'opération pourrait être soutenu, Scott a tout à fait raison. Ce n'est pas possible. Cela pourrait durer un temps limité, 2 ou 3 semaines peut-être, et c'est tout. Les États-Unis commencent littéralement à manquer de munitions. Mais encore une fois, voici ce que personne ne veut se rappeler. Prosperity Guardian, qui a été une catastrophe pour la marine américaine lorsqu'ils ont essayé de faire la même chose avec les Houthis. Et laisse-moi te dire, les Houthis sont des cibles bien plus faciles. Tu sais pourquoi? Parce que le Yémen, c'est avant tout du sable, des montagnes sablonneuses, des dunes, ce genre de choses. C'est essentiellement un désert. Le Venezuela? Oh mon Dieu! Là, tu te retrouves soudain avec des problèmes même pour désigner les cibles, parce que c'est, tu vois, le Vietnam qui recommence. Ils peuvent se déplacer, et il faut travailler dur, rien que pour identifier correctement, localiser, puis élaborer une solution de tir sur n'importe quelle cible dans les jungles ou les crevasses de ces montagnes incroyables. Donc oui, c'est une proposition très difficile. Et par conséquent, pourrions-nous observer une guerre civile au Venezuela? Probablement. À quel point c'est probable? Je ne sais pas. Ce n'est pas mon domaine. Les pourcentages. Ouais. Quand on y pense aussi. Et puis ce n'est pas seulement le terrain. Et puis en plus, si tu as Caracas, tu vois, tu ne peux pas l'effacer complètement. Parce que les gens que tu veux voir diriger le pays, tu sais, les riches, l'opposition, peu importe, ils ont besoin de Caracas. Tu vois, on ne peut pas l'effacer. Tu ne peux pas simplement rayer la ville de Caracas. Tu ne peux pas faire ça. Donc c'est très... Ce n'est pas... Ouais, c'est pas si basique, ni si simple. Non, non, ce n'est pas du tout simple. C'est bien plus complexe, encore une fois, comme je l'ai déjà dit, que le Vietnam. Et gardez à l'esprit que Maduro distribue des armes à la population depuis plusieurs mois. Ils sont armés jusqu'aux dents là-bas. Et je ne parle pas de simples pistolets de 9 mm. Ces types portent des AK-47, des AK-64, des RPG et d'autres armes de ce genre. Donc si vous réfléchissez à la nature de ce qu'ils défendent là-bas, je n'aimerais pas être à la place de l'opposition, que les États-Unis veulent bien sûr installer, car beaucoup de gens viendront après eux et après leur famille, une fois qu'ils sauront où ils vivent. Je veux dire, ils essaient d'obtenir le pouvoir.
Pour moi, Andrea, alors que nous concluons ici, ta dernière réaction à cela, la question essentielle est la suivante. Le Venezuela ressemble-t-il davantage à l'Iran ou à la Syrie, en termes de résilience? Avec la Syrie, nous avons vu comment le pays a été affaibli, et tout ce qui s'en est suivi. Avec l'Iran, bien sûr, la comparaison n'est pas vraiment possible, car le Venezuela ne dispose pas de système de missiles balistiques, et ainsi de suite, de la même manière. Mais en termes de résilience, si l'on regarde au fil des années, depuis 1998, depuis Hugo Chavez jusqu'à aujourd'hui, on a vu beaucoup d'autres gouvernements d'Amérique latine ne pas durer comme celui-ci. Je veux dire, ce gouvernement a tenu assez longtemps. Les gens ont continué à le réélire, à le soutenir malgré les coups d'État et les sanctions, etc. Pour moi, c'est une dynamique qui suggère que cette situation pourrait ressembler davantage à celle de l'Iran, dans le sens où il est vraiment difficile de le renverser, plutôt qu'à celle de la Syrie, où c'était plutôt attendez, puis soudain, l'opération pour le renverser a eu lieu. Mais qu'en pensez-vous? Eh bien, je veux dire, vous avez raison. Évidemment, il faut garder à l'esprit que la majorité de la population, à quel point cette majorité est importante, nous ne pouvons que le supposer, soutient Maduro. Et encore une fois, comme je l'ai déjà dit, il y a des indications selon lesquelles des Russes sont présents sur le terrain, et croyez-moi, ils sont plutôt compétents. Donc, ce n'est pas comme si c'était facile à faire. Et encore une fois, il faut garder à l'esprit ce que cela signifierait pour les États-Unis si Maduro tombait. Mon Dieu, c'est très difficile. Et encore une fois, on ne peut même pas comparer. Écoutez, disons-le ainsi, ces types-là, ce ne sont pas des armées arabes. Ce sont des gens avec une culture assez différente, pour le dire avec modération, en ce qui concerne leur capacité à être formés comme une force organisée. Donc, nous devons attendre et voir. Et encore une fois, vous n'obtiendrez rien de moi, car je ne suis pas le connaisseur de ce théâtre. Mais je sais une chose, Dieu nous en garde. Si quelques-uns de ces Su-30 bon sang surgissent de nulle part en transportant des KH-31 avec la dernière version ayant une portée d'environ 280 km et une vitesse de Mach 3,5 à 4, ils ne seront pas interceptés. Une salve, une seule salve, et vous perdez un destroyer ou un porte-avions est touché. Ce ne sera pas bon.